La question du partage de la richesse collective est un incontournable en sciences économiques. Depuis les tout débuts de la discipline, l'inégalité comme objet de la réflexion économique suscite l'émoi chez de nombreux penseurs, et encore de nos jours, elle ne cesse d'entretenir les passions entre économistes. Platon, illustre philosophe de l'Antiquité grecque, se montrait déjà sensible à cette question lorsqu'il rédigeait son ouvrage Les Lois, 300 ans avant la naissance de Jésus-Christ. Selon Platon, tout bon législateur ne peut ignorer la menace que pèse l'inégalité de revenus sur la cohésion sociale et devrait donc incorporer des mesures en ce sens afin d'en limiter la venue. De ce fait, les lois ne devraient permettre au citoyen le plus riche de gagner plus de 4 fois le revenu du citoyen le plus pauvre. À votre avis, quel niveau d'inégalité peut-on tolérer au sein de notre société? Une société parfaitement égalitaire est-elle souhaitable? L'inégalité peut-elle contribuer dans une certaine mesure à la prospérité de la nation? Ces enjeux, qui sont des primes abord, étroitement liés l'une à l'autre, soulèvent pourtant des considérations différentes en économie selon le type de redistribution auquel elles sont associées. D'une part, une redistribution motivée par des considérations de pure justice sociale. D'autre part, une redistribution motivée par des considérations d'efficacité économique. Ainsi dit, dans cette courte capsule, nous concentrerons notre attention à cette première forme de redistribution. Au cours de l'histoire et toujours aujourd'hui d'ailleurs, le concept d'inégalité sème la discorde entre les tenants de l'école classique et ceux de l'école marginaliste. En effet, les paradigmes qui servent de référence aux auteurs englobe un ensemble de lois et de modèles aux significations et aux conclusions puissantes mais souvent contradictoires. D'un côté, le courant classique, avec son icône majeure Karl Marx, insiste sur la séparation entre revenus du capital et revenus du travail comme mécanisme à la base de l'inégalité au sein des sociétés capitalistes. D'un autre côté, le courant marginaliste, avec son bord Robert Solow, mise plutôt sur le système de prix comme mécanisme allocatif et sur la production marginale du travail comme principal déterminant du revenu à long terme. De façon un peu succincte, Marx et ses disciples conçoivent l'inégalité sous l'angle de l'opposition fondamentale entre revenus du capital et revenus du travail. Toutefois, pour mieux apprécier la portée de ces conclusions, il faut se plonger dans l'univers de Marx. Tout d'abord, Marx adhère au concept ricardien de la valeur travail. Ce concept stipule que la valeur de toute chose se mesure à la quantité de travail nécessaire à sa fabrication. Un corollaire important de ce qui précède est le fait de concevoir le travail comme étant l'unique activité productive au sein de l'économie. Dans ce cas précis, l'entrepreneuriat est considéré comme une activité stérile et de second plan, un subterfuge qui permet aux capitalistes, propriétaires des moyens de production, de récolter une plus-value en exploitant le travail du prolétariat. En revanche, contrairement à Ricardo, le capital de Marx n'est pas assimilable à une accumulation de travail figé dans le temps. En ce sens, un entrepreneur qui cherchait à substituer capital physique et travail verrait la valeur unitaire de ses produits chuter et son profit partir en fumée. D'autant plus, les auteurs classiques comme Marx ont la particularité de raisonner à partir de coefficients fixes. Certains, comme Marx, évitent à tout prix tout type de raisonnement qui permettrait la substitution entre capital et travail. Ainsi, de façon globale, les classiques se méfient du système de prix relatif puisque la monnaie entraîne des distorsions et que seul le travail peut rendre compte de la valeur intrinsèque des biens. Conséquemment, comme le travail est la seule source de création de richesse, seul le partage entre revenus du capital et revenus du travail est important aux yeux de Marx, et ce, bien qu'il soit considéré comme arbitraire et fortement influencé par les luttes politiques, sociales et syndicales. Dès lors, peut-on penser, si le partage du revenu entre capital et travail est source d'inégalité, pourquoi ne pas tout simplement augmenter les salaires? Cette question a animé le débat de ce que l'on a appelé la controverse des deux Cambridge, qui s'est déroulée durant les années 1960 et 1970 aux États-Unis et au Royaume-Uni et qui opposait l'école classique de Piero Sraffa et Joanne Robinson à l'école marginaliste représentée par Robert Solow et Paul Samuelson. Une des principales distinctions entre le courant classique et le courant marginaliste repose sur l'importance qu'ils accordent au marché et au système de prix relatif comme mécanisme allocatif des ressources rares. D'un côté, les économistes classiques, dont Marx, raisonnent à partir de coefficients fixes.
Cela signifie qu'à un certain nombre de machines correspond un nombre fixe de travailleurs. Par exemple, pour une machine, il est nécessaire d'embaucher 2 travailleurs. Alors, pour 100 machines, il ne faut ni plus ni moins que 200 travailleurs pour assurer la production. Suivant cette logique, le prix du travail n'est pas une variable allocative. Le partage de la richesse collective repose donc uniquement sur un conflit redistributif entre revenus du capital et revenus du travail. D'un autre côté, les économistes marginalistes raisonnent à partir de coefficients variables. Cela signifie que les facteurs de production sont substituables entre eux. Par exemple, l'automatisation d'une chaîne de montage permet de réduire le nombre de travailleurs nécessaires à la production. Ainsi, chez les économistes marginalistes, le système de prix relatif joue un rôle allocatif significatif de telle sorte qu'une augmentation du prix d'un facteur de production se traduit inévitablement par une baisse des quantités demandées de ce même facteur. Alors, doit-on compter sur les règles de partage du revenu entre capital et travail comme facteur explicatif de l'incroyable avancement du niveau de vie des travailleurs au courant du 20e siècle? On peut s'étonner de l'incroyable constance des parts relatives du revenu du capital et du travail au fil du temps. Selon les travaux de Cobb-Douglas, qui en retracent l'évolution historique, la part du revenu du capital et du travail au sein du revenu national sont à peu près constantes au fil du temps et correspondent respectivement à 1/3 pour 2/3 du revenu national. Comment expliquer un tel phénomène? Enfin, l'élasticité de substitution entre le capital et le travail, qui correspond au changement des quantités de capital désirées en réaction à un changement de prix du travail, s'établit environ à un rapport de 1 pour 1, c'est-à-dire à l'élasticité unitaire. Cela signifie qu'une hausse de 1% du prix du facteur travail s'accompagne d'une baisse de 1% de la demande pour ce même facteur. Par exemple, si une entreprise possède 100 machines et emploie 200 travailleurs et qu'une hausse du prix du travail de 1%, ceteris paribus, modifie le prix relatif des facteurs de production que sont le capital et le travail, cette entreprise pourrait choisir de licencier 2 travailleurs afin de conserver des coûts identiques. Si les parts relatives du capital et du travail sont à peu près identiques au fil du temps, comment expliquer l'inégale distribution des revenus au sein même des travailleurs? Chez les tenants de l'école marginaliste, l'inégalité des revenus du travail est d'abord attribuable à l'inégale répartition du capital humain entre travailleurs, c'est-à-dire des compétences acquises par l'expérience et l'éducation, mais également à des talents innés. On se rappellera que le travailleur est rétribué à la hauteur de son produit marginal. Conséquemment, de cette discussion, 2 considérations importantes sont à retenir. D'abord, nous vivons dans une économie de marché et le système de prix relatif joue un rôle allocatif en ce qui a trait à l'attribution des ressources rares. Ensuite, peu importe les considérations de justice sociale qui motivent un élan redistributif, le transfert de richesse par l'intermédiaire de l'impôt sur le revenu est strictement supérieur aux augmentations salariales et devrait être priorisé. En effet, les transferts fiscaux ne modifient pas le coût du travail et donc, pour un même transfert de richesse, permettent de conserver un nombre considérable d'emplois. C'est pourquoi les économistes marginalistes préféreront les transferts fiscaux, qui peuvent prendre diverses formes, dont les allocations, les crédits d'impôt, les subventions et les programmes sociaux. Notons que l'éducation et la santé sont les principaux véhicules de transfert de la richesse au Canada via l'impôt. Enfin, l'analyse du concept de l'inégalité sous la lunette de 2 courants antagonistes que sont le courant classique et le courant marginaliste nous a permis de mieux en saisir la portée et de comprendre que les différentes analyses et solutions proposées sont en grande partie le reflet de nos référents théoriques.